Un lieu convivial, culturel, solidaire. Et un lieu envahi, investi par Papy Niclé. On y fait des rencontres, on y boit des coups, on y grignote et on y voit de magnifiques images. Ben voilà, je vais manger mes sacs. Oui. Donc, il y a 20 ans, on avait ce projet, on a commencé à démarcher un peu quelques politiques qui étaient aux affaires, notamment à la mairie de Paris, puisqu'on voulait le faire à Paris. Ça fait 20 ans qu'on se heurte à un mur à la mairie de Paris, donc on s'est dit qu'au bout d'un moment, on ferait peut-être dans le Grand Paris, puisqu'il était question d'un Grand Paris qui avait été conçu uniquement pour que nous ne puissions pas le faire dans le centre de Paris, vous avez bien compris. Le Grand Paris a à nouveau maintenant un coup dans le nez, c'est mal barré, et maintenant on se demande si on ne va pas le faire dans un petit village ou même dans un hameau de 3 habitants, savoir le mien, parce que c'est à peu près le seul endroit où on pourrait l'accepter, mais on y arrivera. Donc il y a 20 ans, on a créé cette association, et comme on s'est dit, c'est vachement sympa de se voir à peu près une fois par mois, que le projet était fini, on allait se faire chier à plus se voir, on a décidé de faire le journal du centre, Papy Niclé. On a fait 1000 exemplaires, on a distribué gratuitement au salon d'Angoulême, et à notre grande stupeur, il y a plein de gens qui ont dit « Ah ben on s'abonne ». On n'avait même pas réfléchi que peut-être des gens allaient s'abonner. Et ça fait 17 ans que ça dure. Donc dans 3 ans, on va fêter les 20 ans de Papy Niclé. Vous pouvez déjà vous préparer, mettre ça sur vos agendas, c'est retenu d'avance. Voilà. Alors, depuis, il est passé à peu près, je crois, près de 150 ou 200 collaborateurs dans cette revue, puisqu'il y a des gens qui font un article une fois, puis c'est fini. C'est ce qu'on appelle les spécialistes monomaniaques. Très précieux, ils savent tout. Après, on ne les voit pas, quoi. Mais enfin, bon, voilà, il y a des gens comme ça. Il y en a, hélas, pas mal qui nous ont quittés, parce que, ben, en 20 ans, comme on avait plutôt commencé avec des nostalgiques, des BD anciennes et tout ça, ben, voilà, il y en a beaucoup qui sont partis, et voilà, ça nous fait mal chaque fois, mais bon, c'est la vie. Enfin, directement, c'est la mort. Et donc, nous fêtons en même temps aujourd'hui la sortie de notre tout dernier numéro 69. Autrement, vous avez les 69 numéros disponibles. Le seul que vous ne pouvez pas acheter aujourd'hui à l'unité, c'est le numéro 1, que nous avions pourtant réimprimé, mais il est à nouveau épuisé. Il nous reste 3 exemplaires que l'on garde pour les gens qui achèteront la collection complète. Vous savez que la collection complète se vend à un prix tellement dérisoire que j'ose à peine dire combien, puisque c'est moins de la moitié du prix, c'est 220 €. Voilà, il faut le savoir, ça va monter bientôt, profitez-en. Et là, vous pouvez emporter un des 3 numéros 1. Ouais. Sinon, on va le réimprimer dans les semaines qui viennent. Parce que notre revue se vend en permanence, étant donné qu'elle n'est pas trop liée à l'actualité. Les articles restent valables, sauf si depuis on a trouvé de nouveaux détails sur cette question, quel cas d'ailleurs on les publie. Et donc on nous les réclame en permanence. Donc quand un numéro s'épuise, on le réimprime. On a déjà réimprimé le 1 et le 4. Là on a 3-4 numéros qu'il va falloir réimprimer à mon avis d'ici la fin de l'année. Bon, sauf que ça a un coût, bien entendu, d'où la nécessité de vous inciter très 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 vivement, premièrement, à adhérer à l'Association pour la promotion d'un centre international d'imagerie populaire du dessin imprimé et du patrimoine sur papier, dont nous avons baissé la cotisation. Trouvez-moi une autre association qui a fait ça. Désormais, ça coûte 25 € par an. Je vous incite également évidemment à vous abonner pour 30 € par an, parce que là on a monté le prix. Il était de 28, il est passé à 30. Alors, on y va doucement. Mais dans le même temps, on a monté de 8 pages. Le premier numéro de Papy Niclé avait 20 pages, le dernier en a 40. Dans 20 ans, nous en aurons 60. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Alors, on peut aussi, pour ceux qui ne connaissent pas Papy Niclé, qui veulent le découvrir comme ça, qui ne savent pas trop quoi choisir là-dedans, il y a une formule pochette surprise. Ça coûte 30 €, il y a 10 numéros.
10 numéros à 3 €, profitez-en. Sauf que vous n'avez pas le droit de l'ouvrir avant. On ne pouvait pas savoir quels sont les numéros. Je peux vous dire déjà que les 3 numéros dont nous avons plusieurs centaines d'exemplaires sont automatiquement dedans. Ah oui, c'est mal barré. C'est un argument commercial. Je ne sais pas. Et également, comme il y a Oui, quand même c'est pas la mal pochette il y a de la quelques Deven. numéros dont on a vraiment beaucoup d'exemplaires. Ils sont ici, je crois que c'est ceux-là. Oui, il y a des numéros Ils sont gratuits. mis gratuitement à votre disposition, ceux qui veulent partir avec l'ensemble de ces numéros ou un seul de ces numéros, vous vous servirez. Voilà. Il y a aussi, gratuit, un certain nombre de choses. Alors, il y a là des revues, des machins, des catalogues. Bon, c'est des doubles. Servez-vous, c'est même plus que des doubles, puisque la revue Senior numéro 2, qui d'ailleurs n'a eu que 2 numéros, mais j'ai plus du 1, il y en a un gros paquet. Il y a aussi alors quelque chose de très intéressant, vous allez trouver là. Qu'est-ce que c'est ça? On ne sait plus trop. Ah oui. Alors ça, c'est ce que j'appelle les petits graphismes. Voilà. Les cartons d'invitation, les flyers, les machins avec des beaux dessins dessus. Emportez-moi tout ça. Voilà, je ne veux pas les ramener. C'est évidemment gratuit aussi. Tout à l'heure, il y aura un troc qu'on vous présentera tout à l'heure, un troc entre vous, entre les gens qui ont pensé à en amener. Il y aura un pot aussi, mais ça c'est après également. Qu'est-ce que j'oublie? Ah oui, je précise que tout ce qui est affiche, c'est également gratuit. Simplement, je pense que le mieux, quand l'une vous plaît, c'est que vous la preniez maintenant. Il faut un peu attendre que la soirée se déroule, sinon on n'aura plus rien sur les murs. Mais oui, mais alors comment on sait que quelqu'un la veut avant que quelqu'un Eh ben, il met son nom, j'ai des post-it, il vient me voir. T'as des post-it? Ben oui, il vient me voir, il met son nom sur le post-it. Voilà, bah ouais, rouge, on y arrive. Très bien. Voilà. Alors, dernière chose, on va donc faire, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, on va quitter cette salle, on va rentrer dans le théâtre. Voilà. Vous allez avoir des projections, il va y avoir 3 conférences éclairs. Ouais, voilà. 10 minutes chacune. L'une va porter sur le costume des super-héros, c'est pas triste. L'une va porter sur le thème de l'envol dans l'œuvre de Moebius. Et une troisième vous dira à qui exactement appartient le petit chien Snoopy. Voilà, c'est les 3 trucs que l'on a choisis, qui ont été traités dans la revue, dans le passé, et qui vous donneront un peu un exemple de ce qu'on fait de façon très variée, même si on a choisi 3 thèmes BD, mais c'est parce que c'est par pure démagogie, bien entendu. Si on avait fait des trucs sur la gravure du 17e, je ne suis pas sûr que vous saurez. Il va arriver un quart d'heure en retard pour l'éviter, je vous connais. Voilà. Et puis il y a des trucs à gagner, non? Alors, il y a des sacs à acheter. Il y aura aussi une question, un jeu, une question après chaque intervention, et il y aura à gagner une des pochettes surprises. Voilà. Donc même ceux qui ne voulaient pas acheter une pochette surprise peuvent repartir avec lui. Alors je précise qu'elles sont différentes quand même, hein, même s'il y a 3 numéros qui ont tendance à se retrouver dedans, elles sont toutes différentes. Donc si vous en gagnez 2, vous pouvez les changer au moment du troc. Voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Et les sacs, Hein? Pourquoi ces sacs derrière vous? Ah, les sacs. Ah ben les sacs, écoutez, Céline, qui est notre trésorière, va vous expliquer ce que c'est, c'est elle qui les a fait. Voilà. Et Céline, baisse ton masque, je te filme. Fais voir ton beau sourire. Non, tu veux pas? Bon. Avec le masque. Bon. Donc oui, ben, voilà, vous avez j'ai fait des sacs, comme j'en fais souvent pour des associations. Donc là, j'en ai profité pour faire pour cette association, et je les vends 15 € au profit de papier nickelé. Donc, ils sont faits main avec des tissus que j'ai en stock, que des illustrateurs ont été OK pour me donner leurs dessins. Voilà, il y en a d'autres là-bas. Voilà. C'est des exemplaires uniques, quoi, en fait. Uniques, c'est hyper collector, quoi. Donc, quand même, voilà. Si j'étais vous, les collectionneurs, là, je me dirais quand même, il y a un truc à faire. Olivia Clavel, vous avez des non, Alain Lachard. Très beau travail. Ouais. Il y a des. C'est un original? Pardon? Non. C'est un original? Non. On n'a pas eu trop le temps quand même. Mais effectivement, on aurait pu sortir des. C'est l'année prochaine, on fera. Voilà. Chaque année, on va progresser d'un cran. Donc, les 15 €, vous pouvez donner plus si vous voulez. C'est minimum. Et donc, ce sera pour l'association. Voilà. Eh bien. Voilà. Merci. Alors, je précise d'ailleurs que
Au moment du troc, il y aura aussi une vente aux enchères éclair de 3 heures, dont 2 originaux de notre ami Patrick Redon, qui est par là. Je remercie très vivement. Voilà, vous pouvez regarder, c'est des caricatures comme il sait les faire. Elles sont là derrière, tenues par Philippe Morin. Hein? Comment je l'ai appelé? Jacques Redon. Jacques Redon qui est là. Bonjour, merci. Voilà. C'est la chaleur. C'est parce que tu es d'une patience infinie. La patience que je n'ai pas tout seul. Voilà, c'est la chaleur aussi, on suffoque. Voilà. Bon, ben c'est à peu près tout. Voilà. Si j'ai rien oublié, j'ai peut-être oublié des trucs qu'on rattrapera tout à Et on l'heure. rattrape après. Donc voilà. je vous invite à migrer passer dans le théâtre pour les 3. Bienvenue à la soirée des 20 ans de l'association CIP, Centre d'Images Populaires. Alors effectivement, entre ce numéro-là et celui-là, qui a 20 ans, qui se sont 15 ans, qui se sont écoulés, l'idée de Papinité, c'est de parler de 17 ans, hein, si je suis bon en maths. Alors l'idée, par exemple, c'est de vous montrer 3 numéros qui ont fait l'objet de 3 articles. Alors l'idée d'un article, c'est de parler d'un sujet, mais de trouver un angle un peu original. Alors on va laisser la parole à notre président, Yves Frémion, qui dans le numéro 28 du premier semestre 2011, s'est posé une question hautement métaphysique, à savoir, je pense que vous n'êtes jamais posé cette question, et moi aussi, parce que j'ai toujours pensé que Snoopy appartenait à Charlie Brown. Mais en fait, peut-être pas. Donc on va laisser M. Frémion, pataphysicien, écrivain, acteur de théâtre et dramaturge, vous présenter cette première conférence. Où est-ce qu'il faut appuyer? Alors, la technologie, il n'est pas technicien. Non. Tu appuies juste là, en avant. Voilà. Celle-là, c'est avant. Hein. Alors évidemment, tout le monde pense que Snoopy appartient à Charlie Brown. Alors on va essayer de voir que ce n'est pas tout à fait exact, ou en tout cas, ce n'est pas certain. Je pense que maintenant il appartient à Snoopy, mais que Charles Schulz lui-même au départ n'en avait pas la moindre idée. Il a dû se servir d'un chien qu'il a vu dans la rue, et ne sachant pas à qui il appartenait, ben, ce chien va errer dans l'histoire des Peanuts avant que, bon, il se fixe un peu avec Charlie Brown. Alors, il faut savoir que dans les lois américaines, un chien ne peut pas rester 100 mètres. À mon avis, il n'y a pas qu'aux États-Unis, c'est à peu près dans tous les pays comme ça. Et donc, s'il n'avait pas de maître, il aurait été tout de suite dans la fourrière dans les 5 premiers épisodes. Donc, il en a un. Alors, qui est-ce? Alors, est-ce que c'est Charlie Brown? Est-ce que ce sont les parents, la famille Brown de Charlie? On ne le voit jamais, évidemment. Vous savez qu'on ne voit que les enfants dans l'histoire. Et cette histoire comporte 17 897 strips entre 50 et 2001, le dernier étant paru le jour de la mort de Schulz. L'intégrale de la chronique est en édition, je ne crois pas que ce soit fini chez Dargaud, ils en sont à je ne sais plus combien de volumes. Et c'est l'intégrale année par année, enfin 2 années par 2 années d'ailleurs plutôt. Et je vous invite vraiment à vous taper l'intégrale parce que, à mon avis, contrairement à ce qu'on pense, Charlie Brown c'est une continuité, c'est pas simplement des strips indépendants. Alors, Snoopy, j'espère que c'est dans l'ordre. Pas du tout. Pas du tout, voilà, c'est celui-là qu'il faut. Dans le strip du 13 novembre 1950, la première apparition de Snoopy, la voilà. Alors, est-ce qu'il est à Charlie Brown, qu'on devine à droite, ou est-ce qu'il est à la petite fille qui est à gauche, dont je n'ai pas noté le prénom, d'ailleurs je ne suis pas sûr qu'il nous le donne. On ne sait pas trop parce qu'elle lui dit « Tiens, Charlie Brown, entre !» et le chien est déjà à côté d'elle. S'il était à Charlie Brown, il serait rentré avec Charlie Brown. Donc, mystère. Donc pour l'instant, il était une petite fille. Donc on le voit en octobre 50, donc très peu de temps après. Il est dans le fauteuil familial chez Charlie Brown, il pose sa tête sur Charlie Brown, et donc on pourrait penser qu'il habite chez lui. Ensuite, on va le voir, là c'est bon, on va le voir dans, en train d'être dressé, parce qu'apparemment il est tout petit, Charlie Brown, Snoopy au départ, donc il faut le dresser. Tu n'as pas l'air de comprendre que c'est moi qui commande ici. Si
c'est moi qui commande, c'est que Charlie Brown est le maître quand même, merde. Bon. Et tu fais tout ce que je te dis, compris, et bon, après, vous avez la suite du gars. En novembre, alors ça c'était en novembre, et il y a aussi Patty qui essaie de le dresser à un autre moment. Je n'ai pas mis tous les trucs hein, parce que ça aurait été trop long. Et on voit très nettement Snoopy habiter chez Patty. Mais par contre, le 25 novembre puis le 13 décembre, on le voit dormir chez Charlie Brown. Alors vous avez une image, je vais essayer de vous montrer. Alors ça c'est la fameuse Patty. Alors elle est manifestement, le chien est chez elle et il lui dit approche ton manteau dans le salon, donc c'est pas sa sœur, hein, c'est clair. Ensuite il y a celui-là, voilà, là, salut vieille branche, tu vas me manquer, ne sois pas triste, garde la tête haute, ce ne sera pas long, en fait on se verra demain matin. Ça veut dire qu'il ne dort pas avec lui ça, donc il va rentrer chez lui, donc il n'est pas à Charlie Brown. Compliqué cette histoire. Le 2 février 51, voilà, 2 février 51, cette fois-ci c'est Patty toujours, qui indique que tu habites dans cette direction. Donc, il n'habite pas chez Patty. 4 août, Charlie Brown lui intime de rentrer à la maison, donc la sienne, et le 29 septembre, il rentre chez Chermy, cette fois-ci, pour prendre son bain. Alors où est-ce qu'il se baigne, Snoopy? On va le savoir, oui ou merde? Ensuite, le 27 décembre, Charlie Brown, chez lui, indique que l'écuelle de Snoopy est sous l'évier. Alors s'il y a l'écuelle du chien sous l'évier de Charlie Brown, c'est qu'il vit chez Charlie Brown cette fois-ci. Qu'est-ce que c'est que ce chien qui se balade d'enfant en enfant? Ça paraît pas très sérieux, je sais pas ce que foutent les parents là. Donc, alors, il est quand même important de constater qu'il n'habite jamais chez Lucie et son frère Linus. À aucun moment dans la bande j'ai trouvé ça. Je ne comprends pas pourquoi ils n'y ont pas droit, peut-être parce qu'ils n'étaient pas encore dans l'histoire. Alors ensuite, on va avoir, je crois que c'est le 15 mars 53, il est un peu plus loin, là c'est Violette cette fois-ci, Violette Gray, qui le nourrit dans sa cuisine. Mais Snoopy, vexé, indique qu'il rentre à la maison, donc il n'habite pas chez Violette. Mais elle le nourrit quand même. Peut-être qu'il est mal nourri par les autres, qu'il a des côtes qui dépassent, enfin je sais pas, il y a un truc dans ce genre-là. Schulz n'est plus là pour nous donner son point de vue d'auteur. Alors, est-ce que c'est un chien collectif? Est-ce que c'est un clébard en garde alternée? Est-ce que c'est un soviet de propriétaires canins? On sait à quel point les Américains, surtout conservateurs comme Schulz, abominent le collectivisme, donc c'est bizarre. Est-ce que c'est un chien anarchiste? Ni Dieu ni maître. Est-ce que c'est un toutou abandonné? Un évadé de chenil? Le mystère demeure. Voilà la dernière image que je voulais vous montrer. Et il va manger dans la cuisine, elle me lui dit très clairement, mais vous voyez quand même que toute la troupe des premiers Peanuts est réunie, donc c'est peut-être simplement une fête, ce n'est peut-être rien. Voilà à qui appartient Snoopy. Alors maintenant, il va y avoir un jeu. Premier qui lève la main en disant la bonne réponse gagne une des trois. Une seule, hein? Ah oui, oui. Alors attends, j'ai mis la feuille quelque part avec ma question. Voilà, elle est là. Alors la question est très simple, très facile. C'est la rapidité qui va faire gagner. Le premier qui lève la main, on regarde à plusieurs. Ah oui, tu surveilles. Ouais, Alex, aussi, tu regardes, on est deux à regarder. En quelle année sont nés les Peanuts? 1950. Combien? 1950. 1950. Vous attrapez dans la Et j'ai quand même dit en 1950, oui, 51, oui, 50. quand même, là, il fallait... Voilà, c'est tout pour moi. C'est formidable puisque c'est un collaborateur de Papy Niclé qui a été payé pour une conférence qu'il n'a pas faite. Formidable. Et ce soir, vous allez avoir un petit peu un digest de son article dans le numéro 64. Et on s'ouvre dans l'univers du comics. Alors, Alex Nikolavitch, rencontré il y a quelques années à Angoulême, est un spécialiste des comics. Il traduit les comics, il fait des scénarios et il est auteur d'un très bel ouvrage qui s'appelle Les mythes et les super-héros. Alex, vous le retrouverez en interview sur la chaîne
papier nickelé forcément, et vous le retrouverez aussi en signature de son ouvrage, il y en a quelques-uns, et ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes de faire ce rapport entre les mythes et les super-héros, puisque beaucoup de gens pensent qu'aujourd'hui les super-héros sont devenus une forme de mythe moderne pour les jeunes générations. Le point de vue pris par Alex dans l'article de Papier Nickelé est un point de vue plus particulier. Il va nous parler de l'imaginaire du monde du cirque et de ses liens avec les super-héros. Et Alex nous parle de ça en images. À toi de jouer. Eh bien, bonjour à tous. Et on va en fait évoquer, dès qu'on parle de super-héros, il y a une question qui revient toujours, qui est la mère de toutes les questions concernant les super-héros. C'est pourquoi Superman porte-t-il le slip sur son pantalon? Et il y a une question subsidiaire, mais nous n'aurons pas le temps d'évoquer aujourd'hui, qui est, ce sera pour l'année prochaine je pense, qui est et pourquoi le slip de Superman est-il rouge, mais ça nous entraîne dans d'autres directions. Et donc, vous connaissez tous cette image, le premier numéro d'Action Comics. L'histoire est connue, les jeunes Joe Shuster et Jay Siegel montent de Cleveland à New York dans les années 30 pour proposer un nouveau concept de série dans un format qui est encore un peu récent à l'époque. Le premier comic book, magazine de bande dessinée date de 1933, eux arrivent en 1936. Là on est en 1938 et ils ont proposé donc un concept de surhomme, Superman, à un éditeur, National Publications, qui dans sa grande sagesse a refusé le truc. 2 ans plus tard, donc en juin 38, il y a déjà 83 ans, Superman est un vieux monsieur, l'éditeur lance une nouvelle revue, Action Comics, et il y a eu un problème de planning, il manque 12 pages, donc l'éditeur dit, bah les gars, on n'a pas de couverture et il nous manque une histoire de 12 pages, votre machin, on va le mettre dedans. Et donc Superman, ils vendent les droits de Superman pour $230 de l'époque, ils en remettront par la suite, parce qu'ils finissent plus ou moins dans la misère. Et le succès est immédiat, Superman devient un des personnages les plus connus du monde. Alors, comme le rappelait Stéphane, les auteurs de Superman, quand ils le créent, veulent créer un équivalent moderne des histoires qu'ils ont aimées dans leur enfance, notamment celles de Samson et Hercule, et ils vont fonder leur personnage sur un ethos mythologique, et c'est quelque chose qu'on va retrouver tout au long de l'existence du genre super-héroïque dans son ensemble, avec notamment des personnages qui sont directement inspirés de la mythologie, comme Thor, Loki, Hercule, etc. Par contre, on est d'accord, dans les mythes, vous relisez la Bible, le livre des juges, Samson n'est pas habillé en slip rouge. Hercule, a priori non plus, on a de Louvre et pas loin, on a suffisamment de sculptures qui nous montrent. Donc, d'où vient ce costume et pourquoi ce slip? La réponse est simple, parce que ce n'est pas exactement un slip. Et on va repartir quelques années en arrière, parce que puisqu'ils créent un Hercule des temps modernes, à quoi ressemble dans leur imaginaire à eux, et dans l'imaginaire américain de la première moitié du XXe siècle, à quoi ressemble l'Hercule des temps modernes? Eh bien, c'est l'Hercule de foire. Et effectivement, on est bien d'accord qu'on retrouve les bottes montantes, le collant et un short par-dessus le pantalon. Et dans les toutes premières versions, Superman porte effectivement un short qui va, parce que c'est plus saillant, se réduire peu à peu. Et on peut remonter, et pourquoi ce costume? Parce que je n'ai fait, on est bien d'accord, que déplacer, c'est la question fondamentale. Pourquoi ces costumes? D'où vient le principe du collant? Pourquoi les super-héros sont-ils en collant? Ça met en valeur la musculature, c'est déjà ce qu'il y avait repéré les Hercules de foire. Est-ce que ce sont les Hercules de foire qui ont inventé le costume du super-héros tel qu'on le connaît? Et en fait, on va remonter encore un petit peu en arrière, dans les années 1860. Et un monsieur Léotard, a priori sans lien de parenté, j'ai fait des recherches, mais ni avec Philippe, ni avec François. Un monsieur Léotard qui est sur la droite. On a Louis Cyr sur la gauche, qui est une énorme vedette aux États-Unis. Il y avait un défi, l'affiche monte, un défi vaincre Louis Cyr. Et on voit bien qu'on est sur ce collant short de montante. Monsieur Léotard était de son état trapéziste volant. C'est même l'inventeur de la discipline. Et à l'époque, les arts du cirque ont été sur les costumes à manches bouffantes, des choses comme ça. Il s'est aperçu que dans ce genre d'activité, la sécurité au travail n'était pas complètement
complètement assuré. Donc, il a mis au point un costume moulant, collant, qui lui permettait d'avoir de la liberté de mouvement maximale quand il faisait le capot à 10 mètres du sol. Ce qui lui évitait un certain nombre d'accidents. Et à tel point que ce qu'on appelle, nous, en français, juste au corps, aux États-Unis, ça s'appelle encore un léotard. Plus léotard que jamais, maintenant, vous savez la vérité sur le costume de Superman. Alors, c'est intéressant de se dire que l'imaginaire visuel du super-héros vient des arts du cirque. Il y a d'autres sources, parce que il n'y a pas que, au départ, surtout aux origines des super-héros, il n'y a pas que des super-héros en collant. On a des super-héros comme le Sandman, qui est en trench coat et chapeau mou, qui est donc inspiré des films policiers de l'époque. Batman, au départ, affronte énormément aussi de personnages qui sont à la base des voyous de films de gangsters. Mais il y a d'autres personnages qui vont être inspirés de la première superstar mondiale de tous les temps, qui est Harry Houdini, qui était le roi de l'évasion, qui faisait des numéros enfermés dans un coffre-fort, jeté dans la baie d'Hudson, etc., etc. Ou dans l'Hudson River, plutôt. La baie d'Hudson, il a peut-être eu un peu froid. Donc Harry Houdini, qui a été la première très grande star mondiale et qui a aussi énormément marqué les imaginaires, avec le principe du... il fait beaucoup de numéros en frac, donc comme un magicien, avec pas forcément un chapeau de forme. Là, on a d'ailleurs un costume un peu particulier, puisqu'il a le képi, mais sans manches, parce que les gens l'accusaient de cacher une carte dans les manches. Donc là, avec des cartes géantes, pas de manches, etc., ça levait toutes les ambiguïtés. Et qui était très franc sur le truc qui disait « j'ai pas de pouvoir magique pour autant. Je suis plus malin que le type qui cache les cartes dans les manches. » Parce que Houdini, quand il faisait pas des spectacles, pourchassait... Alors, vous allez peut-être croire que je m'éloigne de notre sujet, vous allez voir qu'on va y revenir grâce à une pirouette audacieuse que M. Léotard va en dire. Quand il n'était pas sur un scène musicale à faire des numéros, c'était un justicier redressant de tort, figurez-vous, qui ne détestait rien tant que les charlatans qui se vantaient de pouvoir magique, dont le Fatir Bey, par exemple. Donc là, on a avec un costume arabisant, le type n'était pas plus arabe que moi, a priori, qui prétendait pouvoir rester 20 minutes sans respirer et dans un cercueil, et ce genre de choses. Houdini a prouvé, a démontré tous les trucs et astuces. Et il faisait donc ainsi la chasse aux charlatans. Donc, vous voyez qu'on n'est pas tout à fait très loin du super-héros. Et que d'ailleurs, parmi les grands héros, et là on est dans Action Comics numéro 14, donc quelques mois après l'apparition de Superman, on voit que Superman est la vedette du magazine et qu'il faut le montrer. On a aussi Zatara, qui est un décalque, un recompage éhonté de Mandrake le magicien, mais ça c'est pas grave, parce que les comic strips sont aussi une des sources du comic book, qui est une forme d'art qui s'est nourrie de beaucoup de choses, les pulps, la mythologie, les comic strips et donc les arts du spectacle vivant. Donc on a énormément, Zatara n'est pas le seul, on a énormément de magiciens de bande dessinée qui ont le costume du magicien musical, même quand ils ont des pouvoirs magiques. On a aussi, donc là, la fille de Zatara dans des planches beaucoup plus récentes, qui elle est en collant, bien évidemment, c'est une super-héroïne, mais façon jeune assistante, jeune et jolie assistante du magicien. Et puis on a aussi le modèle, on a beaucoup, et Fatir Bey a porté ce costume-là aussi en son temps, on a le modèle à turban, toujours un peu plus exotique, dont les pouvoirs viennent soit de l'Inde, soit de l'Arabie mystérieuse. Tout comme les Fatir de musical. On voit aussi d'ailleurs dans, c'est dans le Tintin, vivant musical, c'est lequel déjà? J'ai un blanc. C'est peut-être le secret de la licorne, Les sept boules de cristal, exact. Donc on a ce genre, et là on est encore dans des choses qui imprègnent énormément. À l'époque, le cinéma commence, bien sûr, mais on n'a pas encore la télévision. Le spectacle vivant vit encore un âge d'or. Et puis on va passer à Batman. Alors je vous disais, Batman emprunte son costume à Superman, en inversant les valeurs de couleur. Et au bout d'un an d'existence, donc Batman apparaît à peu près un an après Superman, donc on recopie l'esthétique en général, mais en la noircissant. Et Bill Finger et Bob Kane, les créateurs de Batman, à un moment se retrouvent sous Batman est un succès comme Superman, sous une surcharge de travail, et embauche un jeune assistant, Jerry Robinson, qui est décédé il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, qui lui adore les arts du cirque. Il n'est pas, contrairement à Kane et Finger, un gros amateur de films noirs.
Donc Robinson va introduire un jeune assistant à Batman, lui-même jeune assistant de Kane et Finger, va signer son forfait puisque Robinson va créer Robin, le jeune assistant. Il va y avoir un certain nombre, Alfred, on va découvrir qu'Alfred, le majordome, a un passé d'acteur shakespearien. Et puis Robinson va aussi, dans le même numéro où il introduit Robin, va créer un personnage de clown méchant. Vous connaissez tous les Jokers. Et ce principe d'utiliser les personnages de cirque dans Batman va complètement se propager, puisque on a la galerie de méchants de Batman est connue pour ça, pour ses super méchants rigolos, difformes, basés sur des animaux, etc. Donc, quelque part, Batman, la série Batman, de série purement policière au départ, devient un grand cirque. On retombe sur les arts vivants une fois de plus. Avec en plus les sbires du Joker qui sont des clowns encore plus psychopathes que lui. Et un truc ça va glisser aussi avec, je s'écarte un peu du costume, est-ce que je suis encore dans les temps? La fête foraine, puisque avec le temps, c'est plus le cirque et les spectacles ambulants qui vont devenir une des sorties préférées des enfants, mais la fête foraine, et bien évidemment, le Joker va investir énormément, va faire son repère dans énormément de fêtes foraines. Vous remarquez en bas les affiches d'ailleurs de ce qu'on appelle les side shows, les spectacles annexes. Quand les cirques s'installaient, il y avait la représentation le soir. Dans la journée, pour faire de l'argent, il y avait les spectacles de monstres qui eux aussi ont complètement infusé dans Batman avec double face, qui est en même temps inspiré aussi, lui aussi, peut confluer de plusieurs influences, avec le confluent du cirque, des side shows, des personnages de strip, puisque Dick Tracy lui aussi a une énorme galerie de méchants difformes. Et donc je laisserai le mot de la fin à Batman, et j'aurai résolu devant vous un des plus grands mystères de l'histoire de la bande dessinée. Oui, La question, monsieur Nicolas. Posez-la devant la caméra. Alors, une question. Alors, Une seule. j'ai cité le créateur, quand vous regardez un vieux comics de Batman, vous allez toujours créé par Bob Kane. En fait, Bob Kane a escroqué, parce que DC ignorait l'existence de ce homme-là, un deuxième larron qui lui a permis de faire d'un concept Batman qui n'était pas bien bordé au départ et qui a été refusé par DC, le Batman que l'on connaît aujourd'hui. Comment s'appelait, je l'ai cité tout à l'heure, le monsieur qui a été l'homme de l'ombre derrière Bob Kane et dont la contribution n'a été reconnue officiellement par DC Comics il y a une quinzaine d'années. On lève la main, on ne parle pas. Ouais. Bill Finger. Voilà. Tu pourras les mettre dans le troc parce que les autres tous. Le problème, c'est qu'on a quand même dans la salle quelques érudits de la bande dessinée. Non mais on écoute. Non, mais ils sont érudits parce qu'ils sont collaborateurs de la rue, soyons clairs. Oui, puis il est abonné depuis longtemps. Alors, pour terminer la troisième partie, on va évoquer quelqu'un. Alors, est-ce que quelqu'un ne connaît pas Moebius dans la salle? Je pense que vous avez tous lu du Moebius. Donc, le numéro 67, j'ai commis un petit article en essayant de trouver un fil conducteur dans l'œuvre de Moebius qui va être l'idée de l'envol. Alors, une petite anecdote quand même pour faire le lien. J'ai rencontré Jean Giraud en interview en 2011, très rapidement, à Angoulême, et je lui demandais, parce que je travaillais, après avoir rencontré Alex, je travaillais sur un projet sur les super-héros, et je demande à Jean, quel est son super-héros préféré? Et du coup là, rien que pour le fun, est-ce que vous savez quel est le super-héros préféré de Jean Giraud Moebius? Surfeur d'argent. Perdu. Non. Donc il m'a dessiné, personne ne le sait pas facile, mais il m'a dessiné, vous le verrez sur la chaîne YouTube de Papier Niqué, vous le verrez dessiner pendant que je l'interviewe, il dessine le fantôme du Bengale. Voilà, petite anecdote sympa. Voilà, alors du coup, la thématique du vol, chez Moebius, je vais vous montrer quelques images. Alors ça, si vous voulez, cette image, je pense que vous ne l'avez jamais vraiment vue. Elle est donnée quand vous achetez l'édition intégrale de Inside Moebius, hein, qui est, on va dire, son œuvre finale, où finalement il va se mettre en scène en tant que personnage rencontrant ses propres personnages. Donc ce qui est très intéressant, c'est de voir effectivement Moebius, tous les personnages de Moebius, donc Wolverine, Arsac, et l'idée qu'il se dessine déjà en train de s'envoler. Alors une des raisons pour laquelle effectivement
Moebius avait la réputation de planer à une époque, c'est qu'il a fréquenté des communautés comme celle d'Alphenberry ou d'autres, où effectivement on utilisait beaucoup les substances hallucinogènes. Mais à un moment donné, dans un article, il dit que la drogue peut être une porte, mais cette porte peut vite devenir une prison. Donc effectivement, toute l'histoire de Jean Giraud, c'est quelqu'un qui va essayer de sortir des apparences, qui va avoir une aspiration à innover, il va réussir assez formidablement. Donc cette image, c'est un ex-libris qui est donné, si vous achetez bien entendu l'album chez Moebius Productions. Alors, on va passer sur une image qui est plus connue. Voilà, donc ça c'était Inside Moebius. Alors celle-là, est-ce que vous vous rappelez l'avoir vue quelque part? Dans Papier Niclé. Oui, mais dans Métal Hurlant surtout, parce que Papier Niclé a repris, effectivement. Donc celle-là s'appelle Double Évasion. Donc on est sur une histoire muette qui est très intéressante. Donc du coup, vous avez un gaufrier classique à 9 cases. Donc c'est la dialectique du gardien et du prisonnier. Qui est prisonnier et qui est libéré. Donc effectivement, on voit bien, avec des codes couleurs rouge, bleu et un peu sombre, et bien effectivement la chute d'un personnage, mais là voilà. C'est quelque chose que Jodorowsky va beaucoup mettre en scène dans les scénarios, le voyage astral. Et Jodorowsky, quand il crée en fonction de ses rêves lucides. Ça va donner la cale. Et Jean Giraud était totalement conscient de cette capacité qu'a l'homme à rêver et à se détacher de son corps astral. Et donc vous avez une très belle chute qui est en fait que la mort de ce personnage est une délivrance. Et celui qui est en prison, à la fin, c'est le gardien. Donc là, on est dans quelque chose qui est très chouette, qui est de l'ordre de la pensée paradoxale. On voit bien que Jean Giraud, on est dans les années 75, on est dans Métal Hurlant, il a déjà cette approche de la vie, à la fois orientale et occidentale, et qui vient d'une espèce de recherche du paradoxe, et c'est très bien rendu en une seule planche. Voilà. Donc c'était dans les numéros 50 de Métal Hurlant, pour ceux qui veulent le trouver. Alors là, vous connaissez tous cette image. On sait que dans Métal Hurlant, on a Druyet, qui va aussi, lui, faire des scènes de bataille chaotiques. Et là, on a du Moebius qui fait un peu son Druyet, où on a effectivement des scènes de guerre horribles, qu'on pourrait voir dans La Nuit de Druyet. Et on a un personnage qui survole tout ça. Et ce personnage, effectivement, c'est Arzac, le guerrier solitaire, qui est une espèce, pour Moebius, d'un avatar de la conscience. Puisque tout le travail de Moebius, à un moment donné, va être de dire comment, moi, avec mon dessin, je peux témoigner de mes états de conscience. Donc là, on va être sur une œuvre graphique très travaillée, mais sans aucun dialogue. Et donc, on a l'idée d'un personnage qui est un témoin et un guerrier. Donc, tout ça va être développé. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un DVD qui s'appelle Arzac. Et je vous donne une info que vous avez peut-être, c'est que Arzac va avoir une suite, puisque finalement, Moebius avait eu le temps de dessiner la suite de Arzac l'Arpenteur qui sortira l'année prochaine. Voilà. Donc ça c'est important de le savoir. Bon, on est en relation avec effectivement Raphaël Giraud, Isabelle Giraud, Nausicaa, qui nous ont donné les droits gratuits de publier les images dans l'album, on nous en remercie d'ailleurs. Et effectivement l'idée ils continuent de mettre en avant l'œuvre de Jean de façon très intéressante dans les dernières publications. Donc je vous invite à regarder sur internet la petite série Arzac l'Arpenteur, où on apprend encore plus de choses sur ce personnage. Voilà. Alors, voilà. Donc là c'est l'édition originale. Et puis l'édition, ou alors ce qui est très intéressant, c'est que c'est la question que je posais à Jean à la fin de sa vie, c'est que dans Arzac, il avait fusionné Blueberry et Arzac, c'est-à-dire son style western, très franco-belge, et son style plus méditatif dans Métal Hurlant. Si vous lisez Arzac l'Arpenteur, vous avez une espèce de synthèse de cette espèce de chevalier qui devient quelque part un cow-boy de l'espace. Alors, une autre très belle façon de voir le vol, c'est dans l'œuvre qui est à peu près la même période, on est dans les années 75, on est dans le garage hermétique, et là on est quelque chose qui est fait beaucoup moins travaillé, c'est vraiment des choses jetées sur le papier, et c'est beaucoup en écriture automatique. Et là on a deux personnages, on a effectivement le Major Gruber, qui est là, et puis un autre personnage, et ces deux personnages, ils sont noir et blanc, comme le yin et le yang. Le Major Gruber est le gardien d'une espèce de monde, le garage hermétique, qui a 3 niveaux. Ces 3 niveaux peuvent se référer aux 3 niveaux, aux 3 lobes du cerveau. Et on a un élément de chaos et d'ordre. Je ne peux pas résumer le garage hermétique, mais c'est une œuvre vraiment novatrice en bande dessinée.
Alors là, on est dans un des aspects du garage hermétique. Le garage hermétique a plusieurs niveaux. C'est quelque chose qui est ressorti chez Moebius Productions. Est-ce que vous connaissez l'album que je vais faire participer? Est-ce que vous savez de quel album de Jean Giraud j'ai tiré cette image? Le désherbé. Très bien. Alors, désherber, il y a l'idée d'un jeu de mots. Moebius aime bien la langue des oiseaux. Le désherbage, c'est sortir de l'herbage, c'est-à-dire arrêter l'herbe. Donc, toute la problématique de Jean Giraud, c'est de dire, est-ce que moi, artiste fumant du cannabis, je peux créer sans cannabis? Et qu'est-ce que ça me fait si je fais du sevrage? Et donc, on va voir ça. Alors, qu'est-ce que ça nous évoque, ça? Effectivement, on a l'impression de... Encore une fois, on n'est pas vraiment dans le vol astral, mais on est dans un mage, un archimage, dans le désherbé. Donc, on est dans un niveau de conscience qui n'est pas la conscience ordinaire, et on est dans une espèce de projection. Alors, les Tibétains bouddhistes vous diraient qu'on est dans des tulpas, hein, c'est-à-dire que l'artiste va projeter une autre vision de lui-même. Donc là, on peut rentrer, mais on ne va pas mettre de mots derrière ça, puisqu'il nous donne des formes. Donc c'est une œuvre, le désherbé, qui est une œuvre de méditation. Ce qui est très chouette dans la nouvelle version qui a été rééditée chez Moebius Prod, c'est que vous avez en plus des notes de Jean Giraud avec. Ce qui vous permet de comprendre un petit peu mieux tout le travail qu'il faisait. Donc, on peut dire que Jean Giraud, quand il fait le désherbé, il fait un travail sur lui-même, et de ce travail, finalement, il en fait quelque chose d'universel, puisque chaque être humain que nous sommes, nous avons à un moment donné une traversée du désert. Et là, il vous l'offre, et cette traversée du désert est propice à une forme d'envol un peu différente. Voilà. Ça, c'est la nouvelle édition. Alors, je vous montre ces très très belles images. Alors, est-ce que vous savez, c'est un portfolio de 10 images. Est-ce que vous savez pour qui il a fait ça? Il n'y a rien à gagner, mais c'est pour le... Alors là, messieurs, c'est pour une marque. C'est pour une marque. Hermès? Hermès, oui. Monsieur Morin est spécialiste de Moebius, bravo. Alors, le voyage d'Hermès. On est dans le monde d'Édéna. Hein. Vous savez que sur la fin de sa vie, Jean Giraud revient à la question de l'origine. Qu'est-ce que c'est que l'Éden? Qu'est-ce que c'est que l'homme et la femme? Et donc là, on a cette idée d'un voyage, d'une espèce de monde originel, qui serait un monde, vous voyez, on n'est plus dans le monde chaotique d'Arzac, des débuts, on est dans l'aspiration à la paix. Donc on a effectivement l'élément eau et l'élément air qui dominent la composition. Et donc c'est 10 compositions assez magnifiques, qui sont des images propices à une forme de méditation, je dirais. Voilà. Et je vous invite à relire la très belle réédition du monde d'Éden. Voilà, on arrive à la fin, donc je vais vous poser une question qui est une double question. Donc la couverture de papier nickel, le numéro 67, c'est un album, une illustration qui est paru en Italie. Donc Jean Giraud va illustrer un grand récit fondateur de la culture occidentale qui a déjà été illustré par un très grand illustrateur. Donc je voudrais le nom... S'il vous plaît. Alors, je vous rappelle la règle. On va lever la main. Donc monsieur, je suis désolé, vous n'avez pas gagné. Alors, deux questions. Quel est le nom de l'ouvrage fondateur et quel est le nom de l'illustrateur qu'il a déjà illustré avant moi? Alors, alors, tous ceux qui ont parlé, je les zappe. Je suis désolé, il y a des règles. Hein. Donc l'idée c'est qui? Alors, je repose. Donc 1, 2, 3. Alors, qui c'est qui a levé la main? Monsieur Morin, déjà gagné. Monsieur dans le fond. Alors, Gustave Doré, non? Gustave Doré, et le nom de l'homme? La Divina Commedia. Ah, bravo, bravo. Merci. Voilà, la Divine Comédie, très pixelisée, donc vous aurez gagné. Voilà. Et donc, je vous invite à revoir Jean Giraud sur la chaîne YouTube de Papier Nickelé. C'est un artiste qui avait une vision du monde qui est très chouette et qui est toujours d'actualité. Alors, 5 petites minutes pour vous expliquer la suite de la soirée. On va le faire là parce qu'il y a des images. Ah, il y a des images, rien dit. On va faire vite. Je vous rappelle, là, on fait un test. J'ai besoin de toute votre attention pour 2 minutes. Puisque papier nickelé, si vous voulez, pour ceux qui ont écrit, vous savez que c'est pas en écrivant d'un papier nickelé qu'on devient riche, on est d'accord? Vous êtes au courant que c'est une association... On était là pour recruter, on tout casser. Et c'est une association qui a beaucoup de projets. Donc, on s'est dit... Alors, c'est une association qui a beaucoup de projets, qui parle d'illustrateurs, et aujourd'hui, on est dans une période où beaucoup de gens qui dessinent ont énormément de problèmes. Hein. Je vous citerai le scandale de ce rapport Racine qui a été fait et enterré par un gouvernement qui fait semblant de s'intéresser à la culture, par exemple. Hein, j'en dirai pas plus. Donc, l'idée qu'on va proposer, hein, ce soir, vous verrez un certain nombre de petites couvertures de papier nickelé. On a fait un partenariat avec Vertical Stories, qui vous permet de commander des affiches. Alors le petit slogan qu'on a trouvé, c'est « Afficher les couvertures cultes chez vous ». Des images du passé qui parlent du présent. Donc on en a sélectionné 6 que vous verrez encadrés dans la salle. En petit format. En petit format. Donc vous pourrez aussi les commander en grand format. Donc vous avez un QR code sur les affiches que vous pouvez flasher. Vous êtes directement sur le site.
Vous pouvez aussi aller sur notre site ou sur la page Facebook et commander, faire un cadeau de ces magnifiques affiches. Alors, il y a une partie de l'argent, bien entendu, qui ira au projet, mais on n'a dit pas que. Donc, avec Yves de Concert et avec l'équipe, on a décidé de soutenir l'association France Cartoon, qui regroupe un certain nombre de dessinateurs de presse, et on peut dire qu'ils en ont bien besoin. Voilà. Ouais. Donc, je compte à vous pour faire connaître tout ça en utilisant les réseaux sociaux. Voilà. Alors, on va faire quelque chose d'autre, puisque nous sommes dans un lieu qui nous accueille, qui est très branché économie sociale et solidaire. Voilà. Ça. Voilà. Donc ça, c'est le dernier numéro. Donc, on en parlera. Voilà. Alors, oui, pourquoi je mets ça? Parce qu'en fait, j'ai perdu le fil, mais je le retrouve très vite. Voilà, les 6 couvertures. Je vous les passe très vite. C'est voilà, le numéro 69 sur la commune. Le numéro 50, Jean Solé nous a amicalement donné les droits de reproduction de cette image fait spécialement pour le numéro 50. Numéro 50. Voilà. On a une très très belle partition musicale anthropomorphe du numéro 47. On a effectivement quelque chose de pas trop très connu. Vous savez, l'arroseur arrosé, il a été aussi recopié en bande dessinée et inspiré, je ne sais plus d'ailleurs qui a inspiré qui, parce que c'est un américain. Ah, c'est un américain. Pour le moment, dans l'état des recherches. C'est très belle illustration. Et ça, c'était de Winsor McCay quand même. C'est-à-dire que tout le monde a pompé l'arroseur arrosé. D'ailleurs, je prépare un bouquin sur la question. Benjamin Rabier l'a fait, Christophe l'a fait, les Allemands l'ont fait, tout le monde l'a fait. Au cinéma, tout le monde l'a fait, les Anglais, les Japonais, les Russes, tout le monde l'a fait. J'ai à peu près 90 versions de l'arroseur arrosé dans mon bouquin. Alors, du coup, après, on est dans le monde du cinéma avec les premières affiches de la Gaumont, numéro 19. Et enfin, on finit par quelque chose qui est assez rigolo, c'est Papier Nickelé, s'intéresse aussi aux petits imprimeurs d'étiquettes. Et là, on est dans le camembert, et Walt Disney. Donc ça peut faire très joli dans votre salle de bain ou dans vos toilettes, on ne sait jamais. Voilà, donc essayez de soutenir ce petit projet qui est un test pour nous, pour voir si ça peut éventuellement faire quelque chose pour à la fois les illustrateurs et le projet. Voilà. Je précise que les images que vous venez de voir, là vous avez vu la couverture, on a édité que l'image. Voilà. C'est-à-dire il n'y a pas écrit papier nickelé, il y a juste l'image. Voilà. Donc vous verrez des modèles d'exposition et vous pouvez l'avoir sur différents formats sur le site, vous faites en fonction de votre budget. Hein. Alors pour l'idée que nous sommes dans un lieu d'économie sociale et solidaire et pour affirmer que l'argent ne va pas gouverner le monde trop longtemps plus, j'espère, eh bien nous allons remettre au bout du jour des trocs illustrés. Donc il y a une table, je serai derrière, si vous avez des choses à troquer, on pourra aller de gré à gré, et s'il vous plaît, ne revendez pas les bonnes affaires que vous allez faire sur Amazon. Voilà. Vous avez un exemple des livres qui sont proposés. Donc, pour résumer, pour nous suivre, bien entendu, pensez à vous abonner, pensez à regarder la page Facebook, on a tous les événements, vernissages, alors en ce moment on voit un peu moins dans les vernissages, ici, vous allez voir, on va pouvoir boire un coup, vous allez rester un petit peu, et puis effectivement, la chaîne YouTube, et maintenant on a aussi une chaîne Instagram, donc on va remercier Céline aussi, qui gère la chaîne Instagram avec moi, et on compte sur vous pour relayer toutes ces bonnes informations. Merci pour votre écoute, et on va aller voir un peu ensemble. Merci. Et je pense que c'est moi. Je suis passé là. Il y a du passage. Vous donner un... La photo de en fait, ceux qui ont rien troqué, qui veulent troquer, je leur donne un million. Ah oui. Alors vous voulez troquer combien? Vous n'avez rien à troquer. Ah, vous avez ça, vous, très bien. Alors, regardez déjà par rapport à ce qui est là, s'il y a des choses qui vous intéressent. Bah, on peut échanger avec On peut Catherine. échanger, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Pas de souci, voilà. Donc ça, c'est Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent à suivre Alors je peux regarder, ouais, parce que ça c'est mon style. Il y a des Voilà. donc, C'est bien pour que c'est deux. et c'est pris la pas été réfrigéré. Allez, un petit sourire. Oh, quel beau sourire. Celui-là, il est à 16. On a voulu faire un prix accessible et populaire.
J'entends les slogans, je le repousse. Allez, ton plus beau sourire.